Le MMA est un sport impardonnable. Lorsqu'on atteint le plus haut niveau mondial, une seule erreur est parfois tout ce qu'il faut pour finir dans un sale état. On en a la démonstration assez régulièrement et même les meilleurs du monde tombent parfois dans des pièges grossiers ou donnent des largesses assez hallucinantes. On parle ici de tactiques douteuses, de sélection de coups incompréhensibles et bien d'autres choses encore. Il est parfois assez hallucinant d'observer à quel point un détail a pu complètement altérer le cours d'une division et l'histoire du sport dans sa globalité. Il y a même des instances extrêmement cruelles desquelles un combattant ne s'est jamais remis. Il y a énormément d'exemples qu'on aurait pu utiliser ici, de Jalin Turner contre Renato Moicano à André Soukmatham contre Sean O'Malley, mais pour conserver un effet dramatique, on va exclusivement se concentrer sur les combats qui ont impliqué une ceinture de l'UFC. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà 10 erreurs majeures qui ont fait basculer un combat de ceinture. Numéro 10, Kelvin Gastelum contre Israel Adesanya. C'est assez sensationnel d'observer à quel point les trajectoires de Kelvin Gastelum et d'Israel Adesanya ont divergé après leur combat de l'UFC 236. Les deux hommes ont mis sur pied l'un des meilleurs combats de l'histoire du MMA, qui sera d'ailleurs très justement intronisé au Hall of Fame cette année. Cet affrontement fut une véritable guerre, 5 rounds extrêmement dynamiques et brutales, servant de démonstration de la résilience des deux hommes. Avec la ceinture intérimaire des poids moyens en jeu, ils avaient tous deux à cœur de remporter un combat qui allait permettre à son vainqueur de prendre une toute autre dimension. Alors que les deux hommes étaient déjà très entamés physiquement, Kelvin touche Adesanya avec un high kick à la fin du 4e qui fait mouche et désoriente le last style bender. Adesanya est sur le reculoir, prend plusieurs coups supplémentaires et ses jambes semblent commencer à fléchir. Alors qu'il a encore 40 secondes pour tenter de finir le combat, Kelvin décide de changer de niveau et de tenter un takedown, mais Adesanya est contre la cage et Kelvin manque de jus pour le compléter. On imagine que Gastelum était fatigué et que les rounds commençaient à peser lourd, mais c'était incompréhensible comme stratégie. Surtout, ce choix et les quelques secondes de statu quo qui en ont découlé ont permis à Adesanya de reprendre ses esprits et de rester dans le combat. Il est impossible d'affirmer que Kelvin aurait pu finir l'affrontement ici, mais il semble que c'est bien là qu'il en a été le plus proche. À la fin de ce 4e round, les deux hommes étaient à égalité sur les cartes de tous les juges et la 5e reprise a fait la différence, mais qui sait si les choses n'auraient pas pu être différentes. Numéro 9, Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso. Il n'aura suffi que d'une petite erreur de Valentina Shevchenko pour lancer une saga de combats qui s'est étendue sur plus d'1 an et demi. Le règne de Valentina était un petit peu devenu redondant en toute honnêteté, beaucoup de victoires très larges pendant plusieurs années, mais c'est lors de son combat contre Taila Santos qu'on a entreaperçu les premières failles chez la championne. Cette victoire serrée a amorcé un regain d'intérêt pour la division, et lors de l'UFC 285, Valentina remet sa ceinture en jeu contre Alexa Grasso. Absolument tout le monde voyait tout de même Belette s'imposer, et pour le coup, le déroulé du combat est à sens unique. Valentina domine les 3 premiers rounds en alternant phases de striking bien plus précises et du temps de contrôle efficace, et à l'entrée du 4e, il semble que Shevchenko soit sur un rythme de croisière qui accompagne souvent les combattants qui sont champions depuis très longtemps. Elle sait comment gagner un combat, elle est meilleure techniquement que son adversaire et elle déroule tout simplement son jeu sans rencontrer de véritable opposition. Mais ce confort de champion s'accompagne parfois d'un petit peu de complaisance et pousse certains combattants à faire des erreurs un peu grossières en pensant qu'ils ne seront pas sanctionnés par leur opposant, et c'est exactement ce qui est arrivé à Valentina. À la fin du 4e round, elle envoie un coup de pied retourné très lent et extrêmement téléphoné et Grasso saute sur l'occasion pour attraper son dos. 30 secondes plus tard, Valentina tape sur un étranglement arrière et Alexa réalise l'un des plus grands exploits de l'histoire du MMA. Ce combat est d'ailleurs un assez bon rappel d'à quel point le sport ne pardonne aucune erreur, même pour un combattant extrêmement dominant. Numéro 8, Steve Herser contre Alejandro Pantoja. Il y avait 2 rounds partout sur la carte des deux juges à l'entrée de la 5e reprise du combat principal de l'UFC 301. Pour ce qui était seulement son 4e combat à l'UFC, Steve Herzberg est passé extrêmement proche de réaliser un sacré exploit et de quitter le Brésil avec la ceinture de champion des poids mouches. Pantoja domine le début de ce 5e round, mais il ne fait pas de dégâts et Steve ouvre une plaie au front du champion qui saigne abondamment, et visuellement, on a l'impression que Herzberg est le plus impactant des deux. Il reprend le centre de l'octogone, met la pression sur son adversaire, et même si le round est très serré à ce moment-là, Steve est en très bonne posture et c'est lui qui dicte le combat sur les pieds. Mais c'est à cet instant que le manque d'expérience de l'Australien va un peu se faire ressentir selon moi. Au lieu de continuer à pousser le combat sur les pieds et à accentuer ses coups sur le visage ruisselant de sang du champion, Steve tente un changement de niveau et s'embourbe dans une phase de scramble dans laquelle il a eu beaucoup de mal contre le Brésilien tout au long du combat. C'est un choix tactique incompréhensible qui a offert du temps de contrôle supplémentaire à son adversaire et lui a permis de sécuriser le 5e round et la ceinture. C'est un petit peu pire que l'erreur de Kelvin Gastelum qu'on a vu plus tôt, puisque Steve se savait inférieur à Pantoja dans les scrambles et cette tentative était un petit peu vouée à l'échec. Avec un peu plus d'expérience du très haut niveau et des combats en 5 rounds d'une façon générale, il est possible que l'Australien ne fasse pas ce genre d'erreur, et s'il est amené à obtenir un nouveau combat de ceinture à l'avenir, je doute qu'on le revoie faire ce genre de bêtises.
Numéro 7, Kat Zingano contre Ronda Rousey. Ronda Rousey était suffisamment dominante pendant son règne de championne, elle n'avait pas besoin que ses adversaires fassent des erreurs grossières pour s'imposer, mais ça n'a pas empêché Kat Zingano de lui offrir la victoire lors de l'UFC 184. Ronda était extrêmement impressionnante, mais beaucoup de fans voyaient en Kat un gros test pour la championne du monde. Je ne sais pas si c'est à cause de la pression ou si Zingano pensait faire une Jorge Masvidal avant l'heure, mais dès que le combat a commencé, elle a couru vers Ronda, tentant de lui envoyer un coup de genou d'une mollesse et d'une lenteur telle que ça en était presque risible. Évidemment, Ronda n'est pas née de la dernière pluie, elle a immédiatement contré sa challengeuse, faisant parler son judo pour la projeter au sol et la soumettant en tout juste 14 secondes. C'était tellement improbable que ça en avait l'air chorégraphié, et ce qui devait être le plus gros test de Rousey à date s'est transformé en la victoire la plus simple de sa carrière. Peut-être que Zingano a cru que ça allait passer, mais en tout cas, elle s'est grandement trompée. C'est d'ailleurs un combat extrêmement frustrant, parce que, à dire vrai, les fans ne se trompaient pas sur le cas de Kat. Elle était une excellente combattante, très durable avec une belle palette technique, mais contre une adversaire du calibre de Ronda, une erreur tactique aussi grossière n'allait jamais passer. Numéro 6, Luke Rockhold contre Michael Bisping 2. Une chose qui a marqué toute la carrière de Luke Rockhold, c'est son arrogance. Elle n'a d'ailleurs jamais été aussi visible que lors de son second combat contre Michael Bisping. Ce combat n'est souvent raconté que par le prisme de l'anglais parce qu'il faut le dire, l'histoire est belle et l'UFC 199 a été le théâtre d'un des combats les plus romancés de l'histoire. Cette soirée devait voir la revanche entre Luke Rockhold et Chris Weidman, mais 2 semaines avant le combat, Chris se retire et l'UFC appelle Jacare Souza à la rescousse, qui se retire rapidement à cause d'une blessure à son ménisque, et finalement, c'est Michael Bisping qui accepte de venir sauver la soirée. Rockhold et Bisping s'étaient déjà affrontés par le passé et ils ne s'appréciaient pas, pour le dire gentiment. Luke l'avait battu et il était vastement considéré comme le combattant supérieur des deux, encore plus en short notice. Il était un favori écrasant le jour du combat, mais peut-être que c'est ce statut qui lui est un petit peu monté à la tête. Il était assez évident qu'il ne prenait pas son adversaire au sérieux tout au long de la Fight Week. Après tout, Michael était le remplaçant du subalterne, plus proche de la fin de sa carrière que de son sommet, et il était assez difficile de l'imaginer battre Luke, qui avait l'air absolument insurmontable depuis quelque temps. Insurmontable, il l'était, mais arrogant encore plus. C'est avec cette assurance légendaire qu'on lui connaît qu'il a décidé d'aborder le combat. Pour l'expliquer simplement, il a décidé de striker avec la garde basse, montrant beaucoup de nonchalance et de dédain pour son challenger. Ne se protégeons pas convenablement, en estimant probablement qu'il n'y avait absolument aucune chance que Bisping puisse l'atteindre. Eh bien, il avait tort. À la fin du premier round, Bisping le contre et entame une séquence qui le verra mettre KO Rockhold et devenir champion du monde. Luke ne s'est jamais vraiment remis de ce combat et de ce qui est toujours un exploit absolument légendaire. Il y a une raison pour laquelle les arbitres précisent aux combattants de toujours se protéger après tout. Numéro 5, Glover Teixeira contre Yuri Prochazka. Glover Teixeira avait presque 43 ans le jour de l'UFC 275, une longévité exceptionnelle qui en dit long sur son éthique de travail et aussi un petit peu sur l'état de la division des lourds légers après le départ de John Jones, si on est honnête. En tout cas, ce n'est pas commun qu'un combattant de cet âge-là soit capable de prendre part à une telle guerre au plus haut niveau, et surtout contre un adversaire aussi dangereux et coriace que Yuri Prochazka. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que s'il n'avait pas fait une erreur grossière dans le 5e round, il aurait conservé sa ceinture. Parce que ce que tout le monde dit sur ce combat, c'est qu'il était absolument exceptionnel et a raison, mais ce que beaucoup de personnes oublient de dire, c'est que Glover le gagnait pour 2 juges et qu'il était en train de s'envoler dans la 5e reprise. Au début de ce dernier round, Teixeira enchaîne les coups précis sur un Yuri qui est en perdition totale. Un crochet du droit en pleine tempe le met presque KO sur ses pieds. Glover enchaîne les coups et on se dit un peu que chaque frappe peut être la dernière, mais au lieu de continuer ce qui va nécessairement être la séquence finale du combat, Glover tente une guillotine et la rate complètement. Peut-être parce qu'il n'avait pas suffisamment de force pour la maintenir, mais d'un coup d'un seul, Prochazka s'écroule sur Glover et se retrouve en position dominante. Le Tchèque glane 30 secondes de repos et parvient à reprendre ses esprits. Plus tard dans le round, Glover ramène Yuri au sol et finit par se faire retourner, puis soumettre par le samouraï alors qu'il n'était qu'à 30 secondes de conserver son titre. Il est assez évident que Glover n'avait qu'à rester dans le compartiment du striking pour conserver sa ceinture, et avec 2 erreurs tactiques assez grossières dans le même round, il ne peut un peu s'en vouloir qu'à lui-même. Numéro 4, Chris Weidman contre Luke Rockhold. Chris Weidman avait l'air insurmontable en 2015, il était toujours invaincu dans son carrière, il avait 2 victoires contre Anderson Silva et avait défendu la ceinture des poids moyens 3 fois. Sa défaite contre Luke Rockhold a complètement déraillé sa carrière, mais il ne faut pas oublier que Weidman était absolument effrayant pendant son règne de champion du monde. Luke Rockhold n'était pas en reste bien sûr, il avait eu une très grosse carrière au Strikeforce et un parcours très propre à l'UFC, mais les fans se questionnaient sur sa capacité à exceller contre les tout meilleurs du monde. Ce qui est sûr, c'est que Chris Weidman lui a un peu rendu la tâche aisée à
l'UFC 194. Les 2 premiers rounds ont montré que Rockhold était le meilleur striker des 2 hommes, bien plus précis, bien plus saillant que Chris, et c'est en utilisant sa lutte de très haut niveau que Weidman allait trouver un chemin vers la victoire. Mais dans l'incompréhension la plus totale, Weidman décide d'envoyer un coup de pied retourné lent et très mal exécuté, et il n'en a pas fallu plus à Luke pour amener son adversaire au sol et le démonter pendant la minute 30 qui restait dans le round. Luke a l'un des ground and pound les plus redoutables de l'histoire du MMA et il a absolument massacré Weidman, l'ouvrant au visage et lui infligeant des dégâts dont il allait avoir du mal à se remettre. Le champion a survécu jusqu'à la fin du round, mais il était évident que le momentum avait complètement tourné. Dans la 4e reprise, Luke a complètement submergé Chris, l'emmenant une nouvelle fois au sol et faisant parler sa puissance. Weidman n'était plus dans le combat et Rockhold a remporté la ceinture de l'UFC, prouvant qu'il était bien un combattant d'élite. Difficile à ce jour de comprendre ce qui est passé par la tête de Weidman lorsqu'il a décidé d'envoyer ce coup de pied retourné, mais ça lui a coûté sa ceinture et d'une certaine façon, ça a un petit peu sonné le glas de ses heures au plus haut niveau. Numéro 3, Chael Sonnen contre Anderson Silva 2. Lorsqu'on parle de la rivalité entre Chael Sonnen et Anderson Silva, c'est souvent leur premier combat qui est évoqué. Il faut dire que Chael est passé à quelques secondes de réaliser l'impossible et de battre Anderson à l'UFC 117. Mais leur deuxième affrontement est tout aussi intéressant. Les fans étaient très intrigués de voir si Chael allait pouvoir réaliser l'exploit qu'il avait effleuré 2 années auparavant. Et lors du premier round, il semblait que ça allait être le cas. Anderson n'a touché aucun coup dans la première reprise, passant l'intégralité des 5 premières minutes du combat sur son dos à subir les assauts répété de son challenger. Mais dans le second round, Sonnen allait une nouvelle fois échouer sur la dernière marche comme cela a souvent été le cas dans sa carrière. Il est recommandé d'être assez précautionneux sur les pieds lorsqu'on affronte celui qui est peut-être le meilleur striker de l'histoire de l'UFC. Mais visiblement, Sonnen n'était pas de cet avis. Au milieu d'un round très compétitif, il s'est élancé pour envoyer un coup de poing retourné, il a complètement loupé sa cible et il est tombé à cause de l'élan. Et étrangement, il ne s'est pas relevé immédiatement, regardant Silva dans les yeux et il a vu le Brésilien arriver avec un genou dévastateur au corps qui aurait probablement tué la majorité de l'humanité sur le coup. Quelques secondes plus tard, Sonnen était inerte au sol et Silva avait conservé sa ceinture. Cette défaite a relancé les débats sur la défaillance mentale de Sonnen dans les moments importants. Une discussion qui a d'ailleurs été alimentée par son coach de l'époque, Madeline Land, qui a confessé qu'il doutait de la force mentale de son combattant lorsque les combats devenaient durs. À mi-mot, il a suggéré plusieurs fois que Sonnen n'avait pas suffisamment de volonté pour devenir champion du monde, ce qui sont des mots durs venant de la bouche de son propre coach, mais il faut dire que l'entièreté de la carrière de lutteur et de combattant de MMA de Chael appuie un petit peu son avis si on est honnête. Numéro 2, Petr Yan contre Aljamain Sterling. Il n'y a qu'une seule ceinture dans l'histoire de l'UFC qui a changé de main à cause d'une disqualification. C'était à l'UFC 259 et ça reste l'une des séquences les plus stupides de l'histoire du MMA. Il faut remettre ce combat dans son contexte. Petr Yan était invaincu à l'UFC, il était vastement perçu comme étant au-dessus du reste d'une catégorie qui était en plein renouvellement. Aljamain Sterling, lui, était évidemment un combattant de très haut niveau, mais l'opinion générale était que Petr Yan allait se défaire relativement aisément du Funkmaster. Et pour le coup, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Même si Sterling opposait une sacrée résistance aux Russes, c'est Yan qui faisait le plus de dégâts, c'est Yan qui rentrait les takedowns et il était en avance à l'entrée du 4e round. C'est dans cette reprise qu'a eu lieu le fameux incident du genou. Alors que Sterling a ses appuis au sol, Petr Yan envoie un coup de genou illégal en pleine tempe de son challenger, il est disqualifié et perd sa ceinture au profit de Sterling. Une confusion dans le coin du champion semble être à l'origine de l'incident. Selon les versions, le coach anglophone de Yan aurait crié à Petr de le frapper sans préciser d'envoyer le genou et une mauvaise traduction en russe aurait poussé à Petr à réaliser le coup illégal. Cette version est démentie par certains membres de son coin, mais qui que l'on croit, c'est Petr qui a fait le choix stupide d'envoyer ce genou et il est le seul responsable de la situation. Je sais que les fans ont tendance à blâmer Sterling pour la situation, mais c'est une réaction qui est selon moi due au fait que Yan soit vastement plus apprécié qu'Aljo, encore plus à l'époque, mais au bout du compte, l'erreur incombe aux Russes et uniquement aux Russes. Numéro 1, Anderson Silva contre Chris Weidman. Le soir de l'UFC 162, Anderson Silva était sur une tonitruante série de 17 victoires consécutives. Il était vastement considéré comme le meilleur combattant de tous les temps, mais déjà, on avait aperçu les fondations de ce qui allait causer sa chute contre Chris Weidman. Parce qu'aussi exceptionnel était Anderson Silva, et il l'était, il avait tout de même une tendance à faire le malin dans la cage, à provoquer ses adversaires et à être parfois plus intéressé par l'idée de s'amuser avec ses opposants que de remporter le combat. On avait vu des brides de cela contre Demian Maia et Thales Letes, et c'est cette nonchalance frôlant
hurlant l'irrespect qui allait éventuellement lui coûter la ceinture. Chris était en pleine ascension, il était toujours invaincu dans sa carrière professionnelle, mais étant relativement novice dans sa carrière, il était vastement accepté qu'il ne devrait pas poser trop de problèmes à Silva. Mais Anderson est reparti dans ses largesses, dansant, mettant ses mains sur ses hanches, combattant avec les mains basses et voulant éviter les coups comme s'il était dans un reboot brésilien de Matrix. Chris a touché plusieurs fois Silva, mais le champion a fait comme si de rien n'était et il a continué à manquer de respect à son challenger. Mais ce qui devait arriver arriva et Anderson a pris un coup qu'il n'a pas pu encaisser, a été envoyé au sol et Weidman l'a complètement éteint pour devenir champion du monde. Certains fans étaient un peu heureux que l'attitude de Silva fût enfin punie, difficile de savoir en revanche si Anderson était simplement en train d'essayer de piéger Weidman ou si son attitude était le résultat d'une forme d'ennui qui s'est traduit par une envie de se mettre en danger. Quoi qu'il en soit, il a durement payé cette attitude et la revanche verra l'un des moments les plus cruels de l'histoire du sport lorsque le Brésilien se blessa à la jambe, le forçant à se mettre en retrait du sport plus d'un an et enterrant un peu ses chances de revenir au plus haut niveau. Voilà la liste, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire qui vous auriez peut-être mis à la place de certaines personnes que j'ai mis là. Et en tout cas, nous on se reparle bientôt les gars, abonnez-vous, likez si ça vous a plu comme d'habitude et salut tout le monde. Free audio post-production by alphonic.com.